toujours difficile de passer après un grand orateur. Donc, les jeunes gens qui sont dans la salle auront bien entendu les appels à la vigilance qui leur ont été faits. Alors, justement, imaginons que, fort de ce qu'ils viennent d'entendre, ces jeunes gens souhaitaient se lancer dans une procédure de naturalisation. Quelles sont les démarches à effectuer et est-ce que le recours à un avocat, au conseil d'un expert du droit, paraît nécessaire et à la portée de ces jeunes gens? Alors, merci encore une fois, professeur Ndiaye. Alors, moi j'ai eu une chance, et je le dis encore une fois, d'avoir des gens comme professeur Samba Thiam, Lamine Kebab, Mortine, etc. Et on pose tout le temps des questions. Je pense que c'est primordial et c'est un impératif de demander avant de faire quoi que ce soit ou avant d'entreprendre quoi que ce soit. Parce qu'il y a une subtilité. Hein. La loi, elle est très subtile. Les dispositions de loi aussi sont très subtiles. C'est pas parce que mon cousin a déposé, il l'a eu, je l'ai eu, et vous avez l'habitude de dire je suis dans la même situation. Non. À chaque situation, la loi s'applique de façon individuelle et à chaque situation, une gestion particulière, une instruction particulière. Alors, justement, et merci professeur Ndiaye, ce que les étudiants ignoraient le plus et qui est le plus facile dans leur situation, c'est l'accès à la nationalité par la naturalisation. C'est dommage que les étudiants ignorent cet état de fait. C'est encore beaucoup plus facile d'accéder à la nationalité française par la naturalisation que de changer de statut avec un statut de plongeur. Samba l'a fait. Moi, si j'ai changé de statut comme plongeur au phare de Palavas, ça n'est plus possible et c'est assez compliqué. Toute initiative que vous prenez, approchez-vous d'un conseil d'un avocat, comme je le faisais. Moi, j'avais un avocat gratuit qui m'insultait, mais quand même, plus ou moins, il me donnait de très bons conseils. Je lui envoyais des mails, il ne répondait pas. Non, à 4 heures du matin, je lui envoyais des mails, je le harcelais à la limite, parce que quand j'ai besoin de quelque chose, je ne lasse pas. Et les gens le connaissent. Mais aujourd'hui également, il y a des associations qui sont là, qui donnent de très bons conseils. CIMAD, Forum des refusés, etc., qui sont des associations extrêmement compétentes, mais également dont le service est gratuit. Pourquoi ne pas demander? Ne vous fiez pas à vos smartphones, parce que c'est ça qui vous tue. Vous avez tendance à croire à tout ce qui est écrit là. Non, moi je publie et quand je publie, je ne mets pas tout. De sorte que, mais sinon mon métier n'a plus de sens. Mon métier de conseil, je mets quelques éléments de sorte à pouvoir vous attirer. Et puis également à manger plus ou moins vos 80 € de frais de consultation. Si je mets tout, je ne vous recevrai pas. Alors l'accès à la nationalité, il y a 4 cas. Et c'est extrêmement important aujourd'hui d'aborder très rapidement cette situation. Je me perds quand même dans mes notes, hein, parce que moi, je ne sais lire que ce qui est écrit, c'est ce que le professeur Samba Thiam m'a appris. Je n'ai pas l'intelligence qu'il a, mais je sais plus ou moins que... Et puis également, apprenez quelque chose. Le titre de séjour, le changement de statut, c'est les dispositions du CESEDA, du Code des étrangers. Alors que l'accès à la nationalité, c'est le Code civil. C'est le Code civil, ça relève du droit privé. C'est la loi de 1804 qui a consacré le Code, la loi qui a consacré le Code civil, qui a consacré également la nationalité, les conditions. Et également, en France, il y a le Code de la nationalité. Et ce que dit l'article 1 du Code de la nationalité est extrêmement clair. La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent Code, sans réserve de l'application des traités et d'autres, sous réserve et d'autres conventions internationales. Alors, et ce code, il y a le Code civil qui a pris ces dispositions. Le premier article, plus ou moins, concernant la nationalité, c'est l'article 18 du Code civil qui dit « est français ». Toujours, est français, l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français. Ça c'est clair. Dès lors que l'enfant a un des parents de nationalité française, que cette personne n'a pas renoncé à la nationalité française, l'enfant est français.
Il n'y a pas de difficulté en ce sens. Et français, l'enfant légitime ou naturel né en France, lorsque un des parents au moins lui-même est né. Ça, c'est une nouvelle disposition qui a été introduite dans la loi pour permettre, il y a des Français, il y a des enfants qui sont nés en France d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai proposé à Adama de me permettre de débattre l'accès à la nationalité, surtout des enfants qui sont nés en France de parents étrangers. Il y a des parents, il y a des enfants qui sont nés en France à la majorité qui n'arrivent pas à avoir la nationalité pour des raisons toutes simples parce qu'ils ont été condamnés. Dès lors qu'on constitue un trouble à l'ordre public, voilà une notion fourre-tout que mon professeur vous apprendrait, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui dit que dès lors que vous constituez un trouble à l'ordre public, vous ne pouvez pas avoir accès à la nationalité française. Ça, c'est le postulat de base. C'est comme le titre de séjour. On le savait. Et dès lors que ces gens-là, ils ont 18 ans, ils demandent leur nationalité, on regarde, et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants qui sont nés ici, ils n'arrivent pas à avoir la nationalité. Par contre, les enfants qui sont issus de ces personnes nées en France ont de facto la nationalité française. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité ou pas. Vous comprenez ou pas? Eux, ils n'ont pas la nationalité, mais le fait qu'ils soient nés en France confère à leur enfant la nationalité française de plein droit. D'accord? Alors ça, c'est les dispositions de l'article 19-3. Et alors, il y a également les dispositions de l'article 21-7 du Code civil. C'est la nationalité française des enfants nés en France de parents étrangers. Vous savez que quand vous êtes de nationalité sénégalaise, vous êtes de nationalité italienne, peu importe, si vous avez un enfant ici, c'est une injustice. Hein. J'ai un cousin qui m'a dit, mais tonton, pourquoi m'a dit mon fils a la nationalité et nous, on est nés ici avant lui, on n'a pas la nationalité. Je leur dis simplement, papa et maman sont étrangers. C'est une injustice de la loi qui exclut de facto un enfant qui est né en France. Alors que, quand même, c'est quand même choquant d'apprendre à un enfant que vous êtes né en France, vous n'êtes pas de nationalité française parce que vos parents ne le sont pas. Malheureusement, c'est comme ça. Par contre, la loi a prévu l'accès à la nationalité de ces enfants-là. Simplement. Et ça, c'est le conseil que je donne aujourd'hui aux parents qui sont là. La nationalité française, l'enfant, maintenant, c'est à 18 ans qu'il doit choisir s'il est de nationalité française ou pas lorsqu'il est né ici. Aujourd'hui, la loi permet à 16 ans, maintenant ce n'est plus 18 ans, à 16 ans, à ces enfants-là, de demander leur propre nationalité. Par contre, les parents, si l'enfant est scolarisé en France, si 5 ans avant ses 12 ans, 13 ans, ou si l'enfant vit en France, les parents peuvent demander la nationalité française de ces enfants-là. L'enfant va donner son consentement quand même à l'accès à la nationalité. C'est facile, on va saisir un notaire pour requérir la nationalité. Il y a certaines préfectures même qui, avec une simple note qui est écrite aux mains de l'enfant que je veux devenir français, s'en suffisait largement. Et là, et ce que je vous conseille à tous les parents qui ont des enfants nés en France à l'âge de 13 ans, de demander en leur nom la nationalité française. Vous savez pourquoi? Et d'expérience d'avocats qui exercent beaucoup au pénal et également devant le juge des enfants, malheureusement, et on le voit, ce n'est pas des étiquettes, hein, la plupart des cas qu'on voit des enfants, les primo-délinquants, les mineurs, c'est des enfants, excusez-moi du terme, issus de l'immigration. Ces enfants-là, de facto, à 13 ans, c'est à 14 ans en général qu'ils commencent à commettre des infractions, ils sont fichiers et ils n'arrivent pas à avoir la nationalité française. Bien que nés en France, ils n'auront jamais la nationalité. Sauf si, après le professeur Sambatiam le fait, à faire des recours, etc., pour l'abrogation, l'annulation des sanctions pénales, c'est extrêmement difficile. Je le fais pour des gens qui font la sécurité et qui ont été sanctionnés, etc. Je sais comment enlever le B3, le B2, effacer le casier judiciaire est extrêmement... En tout cas, si vous voulez faire un concours ou aller à la police, c'est autorisé. Mais simplement, si vous voulez le faire parce que vous voulez devenir de nationalité française, impossible. La loi vous pose une barrière qui est infranchissable. Donc, apprenez-le. Permettez à vos enfants d'avoir accès à la nationalité dès 12 ans. Constituez le dossier pour les enfants qui sont nés en France de parents, déposer leur
du moins la nationalité française, de sorte que si jamais après ils commettent des infractions, ils resteront toujours de nationalité française. La déchéance de la nationalité française est extrêmement difficile. Il y a la nationalité française également, ça c'est le troisième postulat, par le mariage. La loi dit, c'est l'article 21, si mes mémoires sont bonnes, tiré 2. Je retiens quand même les articles du Code civil, qui dit que dès lors que vous avez 4 ans de mariage, la communauté de vie existe au jour de la demande, l'époux ou l'épouse n'a pas renoncé à la nationalité française, vous devenez français de plein droit, mais encore faudrait-il faire la demande. C'est cette seule demande qui se fait devant l'autorité administrative. Pour les conjoints de Français, on fait la demande au niveau de la préfecture. Il faut faire la demande de déclaration de nationalité pour avoir la nationalité. Si vous ne le faites pas, vous êtes tenu, la loi considère que vous avez renoncé à votre propre nationalité. Les gens attendent que la préfecture leur appelle pour leur dire, mais vous êtes de nationalité française parce que vous êtes conjoint de Français, venez prendre. Ah non, le préfet est content de ne pas délivrer que délivrer. Donc du coup, faites ça aussi. Par contre, pour les autres accès à la nationalité française, la démarche ne se fait pas à la préfecture, encore une fois. Et ça aussi, c'est les dispositions de l'article 26 qui pose les conditions d'accès à la nationalité et la demande se fait au niveau du greffe du tribunal d'instance. Et ça aussi, les gens se gourrent assez souvent. Et de grâce également, quand vous allez voir les avocats, allez voir plus ou moins des avocats comme Samba Thiam qui étaient immigrés, qui étaient plongeurs, qui étaient étudiants, qui maîtrisent également le droit des étrangers, que d'aller voir un avocat super connu en droit pénal qui plus ou moins ne connaît rien. Parce que, encore une fois, le droit des étrangers, je le dis et je finis là, excusez-moi, on ne l'enseigne pas à la fac. Moi, je me suis intéressé au droit des étrangers parce que simplement, un jour, j'allais ouvrir des huîtres et je passais devant, c'est au mois de décembre, c'est assez marrant, je passais devant la préfecture, j'ai trouvé que les gens passaient la nuit. En tant qu'étudiant, je n'ai jamais connu ça. Moi, j'ai toujours connu où on va aller renouveler nos titres de séjour. On ne partait même pas à la préfecture, à la scolarité. Et j'ai vu un CRS qui prenait une dame qui l'a jetée. Je n'ai pas pu, j'étais allé le voir. Les gens étaient tétanisés de mon intervention. Je lui ai dit, vous faites ça, vous allez avoir des problèmes de suite. Cette dame-là n'est pas un objet, c'est un être humain qui ne fait que faire une demande. Vous n'avez pas à le traiter comme une chose. Mais ils étaient tous venus, ils m'ont dit, vous croyez... Pour qui je dis, il n'y a pas de souci. Si vous me toussez, vous allez savoir qui je suis. Ah, ils ont commencé à flipper, ils ont dit, barrez-vous de là. Je suis parti, mais j'avais mal ce jour-là. J'étais au tribunal administratif. Samba Thiam m'a formé en droit du dommage corporel, en droit hospitalier. Et de là, j'ai appris les questions de droit des étrangers. Moi-même, j'ai rédigé pas mal de jugements en droit des étrangers, parce que j'étais stagiaire au tribunal. Et les magistrats, prenez, et je finis par là, prenez le devant, faites comme les Arabes le font assez souvent, ils partent voir les avocats avant. Si jamais vous avez une décision négative, les juridictions, j'étais au tribunal administratif moi-même, les magistrats n'aiment pas les dossiers de droit des étrangers. Les étrangers n'ont aucune considération et le CESEDA, c'est une notion, c'est un dispositif qui n'est pas du droit. Moi, je le dis simplement. Donc, faites attention. Si vos dossiers arrivent au tribunal administratif, souvent c'est le rejet. Il faut aller au niveau de la cour d'appel pour espérer avoir gain de cause ou à la cour ou au Conseil d'État. Surtout que maintenant, avec le nouveau dispositif, les nouvelles lois, même si vous avez gain de cause, vous êtes déjà éloigné. Hein, donc du coup, maintenant, c'est sans d'aller. Vous chargez l'avocat, vous êtes déjà parti, vous ne reviendrez plus jamais en France, même si vous avez une décision favorable. Faites attention. Et également, je vous souhaite pour ceux également qui veulent avoir la nationalité. Et excusez-moi, parce qu'il y a la nationalité par la naturalisation. C'est ça qui intéresse les étudiants. Et là, ça c'est extrêmement intéressant. C'est l'article 21-15 et suivant du Code civil qui permet aux personnes, à tout Sénégalais, à tout étranger, d'avoir accès à la nationalité dès lors qu'il justifie une présence continue en France pendant 5 ans, dès lors qu'il est bien intégré, dès lors qu'il justifie d'un travail. Vous, les étudiants, vous remplissez souvent les conditions et la loi, je pense que c'est l'article 21, alinéa 24, qui dit que dès lors que vous avez un master, les conditions de 5 ans ne s'appliquent pas à vous. Dès lors que vous avez un CDI, vous avez la nationalité entre vos mains, déposez cette nationalité. C'est un
formulaire qui est là devant moi, qui vous sert pas, qu'il suffit simplement de remplir et d'aller déposer. Si jamais il y a un refus, ça vous enlève pas le titre de séjour dont vous disposez. Faites ça plutôt que d'aller chercher un changement de statut avec 34 heures et également avec un statut de plongeur. Ça ne marchera pas, sauf si vous avez des enfants et une femme. Ça peut être pris en compte. Je vous remercie. Merci. Merci pour ce tableau dont je ne sais pas s'il est réjouissant, en tous les cas, qui laisse songer. Alors, le deuxième, voilà la demande. Second temps de cette table ronde, c'est le temps de l'échange. Et donc, si dans le public il y a des questions, elles sont évidemment aux intervenants les bienvenues. Ah, Monsieur Ndiaye. Je précise que je suis un ancien. Entre autres, oui, j'ai fait aussi Paul Valéry de médiation culturelle et communication et maîtrise sciences de l'information et de la communication, 2000-2004. Aujourd'hui, en tout cas, on sait que l'État français a mis en place la hausse des inscriptions, des frais d'inscription pour les étudiants sénégalais, les étudiants hors Union européenne. Et c'est un véritable obstacle. Je sais que plusieurs universités françaises ont refusé d'appliquer cette règle. J'ai fait moi-même des interviews, des réactions de M. Georges Haddad, qui est le président de l'université Paris-Sorbonne. Aujourd'hui, quelle est la position de l'université Paul Valéry, en tout cas des universités d'ici à Montpellier? Est-ce qu'il adopte, est-ce qu'il applique ou il n'applique pas cette mesure à la rentrée prochaine? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants sénégalais particulièrement qui sont inquiets parce que 3 000 €, j'étais ici pendant 10 ans et à l'époque, comme tous les grands frères, on a fait ici la plonge en allant à la fac tous les soirs, tous les jours. Toute la journée, c'est la fac. 19 h, on est au resto. Donc, 3 000 € par année, c'est dur pour les inscriptions. Quelle est la position des universités aujourd'hui ici? Pour l'instant, c'est très simple. L'université Paul Valéry Montpellier a donc rejeté cette augmentation des frais de scolarité. Donc, pour l'instant, ça reste à l'initiative de chaque université de déterminer ou non si elle augmente les frais de scolarité des étudiants étrangers. Donc c'est une bonne chose. Et puis peut-être pour digresser sur autre chose, vous savez aussi qu'il y a Parcoursup qui est pour les primo-rentrants après le baccalauréat, pour chaque primo-rentrant, il y a ce Parcoursup où le futur étudiant choisit une filière et pour lesquelles il va y avoir une sélection. Alors là aussi ça reste à l'initiative de chaque UFR, voire de chaque département. Donc pour parler de mon département, le département de géographie, on a fait le choix dans ce Parcoursup de prendre tout le monde. Voilà, on ne fait pas de sélection. Quiconque a un baccalauréat peut entrer en licence de géographie. Pour l'université de Montpellier, hein, alors pour reprendre ce qui a été dit, la loi prévoit une augmentation considérable des droits d'inscription pour les ressortissants non Union européenne, mais un décret a été publié tout de suite après, laissant aux universités la possibilité d'exonérer de cette augmentation. Il y a un quota à respecter, bref. Et donc l'université de Montpellier a décidé d'exonérer les étudiants non ressortissants de l'Union européenne qui s'acquitteront des mêmes droits d'inscription que les étudiants ressortissants de l'Union européenne, à savoir 300 €, un peu moins de 300 € pour la licence et un peu moins de 400 € pour le master. Le président Ndiaye avait une question. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ces différents exposés. Je voulais juste préciser une chose, le panorama est très intéressant, mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue quand même l'essentiel. Je pense que tout ce qui a été dit, c'est dans l'ordre d'exposer les champs du possible. Mais par exemple, ce qui a été dit sur les changements de statut, la naturalisation, etc., il faut peut-être préciser, même si c'est évident pour tout le monde, que ce n'est pas une fin en soi. Donc, en l'absolu, ce qu'il faudrait défendre, c'est la liberté de circuler, la liberté de pouvoir étudier où on veut et choisir ses formations, etc. Et ensuite, chacun aura la possibilité de faire ce qu'il veut. J'ai une question sur les durcissements qui ont été évoqués, des conditions d'obtention. Je pense que si on est honnête entre nous-mêmes, ça répond aussi à une dérive qui s'est installée dans la filière étudiante qui est devenue une véritable filière d'immigration. Donc, qu'un pays
d'accueil, etc., ou n'importe quel autre pays s'organise en conséquence, bon, c'est le jeu. C'est le jeu entre les pays accueillants et les gens qui veulent migrer. Forcément, la loi se durcit, etc. Les gens essaient de contourner. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça répond à une dérive qui a pu exister, avec notamment tous les développements qu'on a connus de votre temps, vous l'avez dit, Samba, c'était plus simple parce que je pense que la masse d'étudiants qui venaient étudier en France c'était pas dans les mêmes proportions, donc forcément, je ne dirais pas que les gens étaient moins regardants, mais ça ne constituait pas un problème à soi, bien au contraire, je pense que ça avait un réel apport. Et la dérive qui s'est installée dans les filières étudiantes, avec tout ce que vous avez expliqué sur les changements de filières, des gens qui pouvaient mettre l'ADI aussi, des gens qui pouvaient s'inscrire dans plusieurs filières, etc., sans que cela ne pose souci. Est-ce que c'est pas ça qui est véritablement à l'origine des durcissements des conditions? Et si vous me rejoignez là-dessus, quelle politique pensez-vous qu'il faille mettre dans les pays de départ, entre guillemets, pour que justement les gens, parce que le pendant de ça, c'est que les gens qui veulent étudier librement ou qui veulent immigrer tout simplement, choisir, sont amalgamés avec cette situation-là qui pour finir, détruit les conditions pour tout le monde. Quelle politique pensez-vous qu'il faille mettre en place dans les pays d'origine, justement, pour favoriser ces échanges, à l'instar de ce qui a été dit avec le GDPR ou avec la faculté de géographie? Sont prioritaires. Aujourd'hui, les étudiants et autres immigrés économiques subissent les conséquences de l'immigration irrégulière aujourd'hui. On reçoit une masse importante d'immigrés parce que simplement les Européens ont une politique de déstabiliser l'Afrique du Nord avec, c'est dommage de le dire, c'est pas un débat à poser aujourd'hui, mais aujourd'hui il n'y a plus de frontières entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Les gens passent par la Libye, arrivent en Europe. Il faut instruire les cas parce que même s'ils ne sont pas accessibles à la demande d'asile, quand même ils demandent l'asile. Et obligatoirement l'OFPRA doit instruire leurs demandes. Et c'est extrêmement coûteux pour le contribuable français, c'est extrêmement dur à gérer. Et également, il y a des immigrés, il y a des demandeurs d'asile réels aussi. Il faut leur donner une carte de 10 ans. Ces gens-là sont prioritaires de sorte que la France n'a plus les moyens, n'a plus le pouvoir. Avant, il laissait passer par rapport aux dispositions, le pouvoir discrétionnel du préfet de l'article 313-14, permettre aux étudiants de changer de statut sans difficulté, mais aujourd'hui, non, le préfet ne le fait pas parce qu'il a d'autres sons à gérer, il a d'autres travail, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'habit, moi je ne pense pas que c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est d'autres préalables, et nous, on le sait, on est subversé par des appels. Avant, quand vous êtes en permanence pénale à Montpellier, vous n'êtes pas appelé. Ils font tout pour que vous ne rentrez pas au niveau de la perle. Il y a quelques personnes qui gèrent ces verrouilles. Aujourd'hui, on cherche des gens pour qu'ils viennent dans cette permanence-là, parce que tout le temps, même les week-ends, ce matin, je viens d'une audience parce que simplement, on attrape, on gère ces rétentions. JLD, la France n'en peut plus de cette situation-là. Et les conséquences, c'est les étudiants surtout qui en payent les pauses, je suis désolé. Courtoisie m'a joué un tour, puisque moi qui demandais à ce qu'on consulte les autres, mon jeune frère, mon ancien étudiant, m'arrache la parole, le micro. Et pourtant, je prenais note. Quand le président parlait de durcissement, répondant à une dérive, j'ai pris note. Je m'apprêtais à dire qu'effectivement, tout excès pose des difficultés. Il y a une exagération, il y a un surpeuplement, les choses augmentent, les demandes se multiplient, ça attire attention. Je vous rejoins par rapport à cette remarque. Et à cela s'ajoute aussi la crise partout, souffre partout, la France souffre, tous les pays souffrent, les choses ont changé. Et quand je souffre, quand ça devient dur, je revois ma situation. Et puis les autres aussi, qui sont des étrangers qui viennent, n'ont pas suffisamment de place. Ça n'a rien d'inhumain, c'est la vie qui fonctionne comme ça. Mais j'aime bien la question, quelle politique est-ce qu'il faut faire depuis le pays d'origine pour essayer de contrecarrer ce phénomène? La question est très difficile. Moi, je pense qu'il faut encourager les étudiants à rester. On devait aborder la question du retour
Ça me permet d'ailleurs de citer quelqu'un avec qui j'étais venu ici, mais qui est reparti, je ne le vois pas. Il s'appelle Sarro. Il était là depuis très très longtemps, vers les années 86, 87. Et il a été d'ailleurs, pardonnez-moi de reprendre en disant que l'ambassadeur de France au Sénégal avait fait appel à lui pour développer le concept qu'on appelle le campus sénégalo-français. Alors ça vient même du président Macron. Alors il a eu à travailler avec eux. Donc c'est dès le début, moi j'ai envie de dire aux plus jeunes qui obtiennent le baccalauréat, est-ce que vous savez que vous avez tout ce qu'il vous faut au Sénégal? Vous pouvez suivre une formation, les parents sont là, les conditions sont réunies pour vous permettre d'avoir un diplôme et de chercher un emploi, de réussir à l'extérieur, c'est très très difficile. Mais on ne me croira pas puisque moi-même je n'ai pas quitté la France. Je continue de faire des va-et-vient, de fréquenter. Alors je crois que c'est ça, il faut autre chose que nous ayons des dirigeants responsables, vertueux, qui s'oublient, qui sacrifient, puisque c'est comme ça qu'on construit des sociétés. Des générations qui arrivent pensent moyen à leurs avantages, à leurs privilèges, décident de travailler pour que les autres qui vont suivre en profitent. Chaque génération travaille pour l'autre génération. Et il faut que nous fassions une bonne politique de développement. Il faut qu'il y ait suffisamment de démocratie. Démocratie partout dans le monde, on ne verra pas de démocratie parfaite. C'est une question d'idéal. Avançons avec beaucoup plus de transparence pour que, Président, les choses changent. Donc, tant qu'il n'y a pas ce virement, bien sûr que nous avons abordé les choses de manière considérable, et puis ce n'était pas comme ça, le peuple n'avait pas la parole, les choses ont changé. Mais tant qu'il n'y a pas de développement, quand je ne me sens pas mieux chez moi, je crois que ça ne changera pas, on continuera. Je voulais profiter de ce micro que j'ai pour revenir sur deux choses. Oui, voilà. Madame la Présidente, excusez-moi, j'avais dit ici que j'ai changé de statut en tant que plongeur. Je dois préciser que normalement, en principe, en tant que plongeur, je ne pouvais pas en bénéficier. Je veux dire que j'ai été recruté comme plongeur dans un restaurant. Mon patron, pour me permettre de changer de statut, a écrit qu'il voulait bien de moi, que j'ai fait des études de droit, qu'il souhaite procéder à une extension, il voudrait bien me garder. Mais c'est parti quand même de cette activité de plongeur que j'avais. Alors, autre chose, c'est que, vous l'avez remarqué, le maître a été dépassé par l'élève qui m'a contredit, j'accepte, puisque moi je disais que, en tant que Sénégalais, l'accord franco-sénégalais pouvait m'aider, pouvait contribuer. Changer de statut, ça veut dire d'abord, il l'a bien défini, malheureusement ce n'est pas cette définition que j'avais, ce qui explique que j'avais mal exprimé les choses. Changer de statut, ça veut dire que j'ai cessé d'être étudiant. Je veux travailler en France, je veux redevenir travailleur, c'est ça, changement de statut. Et puisque je suis travailleur, je cherche un emploi. Et d'accord, c'est que quand tu avais le micro qui est très proche de toi, je voyais également que c'était agressif. Merci de me permettre de modeler les choses. Je disais que j'ai appris comme vous que l'accord franco-sénégalais ne sert à rien avec notre ami Maître Sanoussi Cissé. Alors que moi, je considérais que je peux me prévaloir de cet accord franco-sénégalais. En matière procédurale, demander tout au juge, chercher tout argument. Ne lâchez pas l'accord franco-sénégalais. Moi, c'est ça à quoi je pensais, mais j'ai été rectifié, j'accepte. Alors pourquoi je vous demande, malgré tout, de vous prévoir de l'accord franco-sénégalais? C'est que je suis travailleur. Et cet accord concerne les travailleurs sénégalais. Ce n'est pas en tant qu'étudiant que j'invoque cet accord, mais c'est en tant que travailleur. Et je finis par là, je vous rends le micro, puisque sinon les choses vont être orientées vraiment vers le domaine du droit, ce que je n'aimerais pas. Nous avons des panélistes de qualité. Alors, juste permettez-moi d'extraire ceci. Alors, il est mentionné ici que les étudiants sénégalais, désireux de trouver un premier emploi,
auront accès sur les sites internet de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Agence pour l'emploi des cadres à l'ensemble des offres d'emploi disponibles. Autre élément favorable, les ressortissants sénégalais. Vous êtes ressortissants sénégalais. Les ressortissants peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. Qu'est-ce qu'on veut de plus? N'abandonnez pas cet accord. Mais il est plus jeune, comme il l'a dit, plus dynamique. Alors, s'il y a lieu de choisir, suivez le point de vue de Sanoussi. Non, mais c'est le juge. Vous avez répondu à la question. Et le juge a réglé. Le juge récemment a tranché pour le cas d'un Sénégalais par rapport à cette question et à ce paragraphe 321. À trancher sur cette problématique et la problématique elle est réglée. Et moi, il a tranché dans quel sens? Non, dans le sens, non, l'accord franco-sénégalais ne s'accorde pas aux étudiants dans le cadre du changement de statut, sauf si l'étudiant demande le changement de statut dans son domaine d'études. Mais mis à part ça, parce qu'il y a le problème d'adéquation, il y a l'article 552-21 du Code du travail qui est clair là-dessus. Voilà, qui est clair là-dessus. Cet accord, l'article 3 par contre, excusez-moi, parle des travailleurs en situation irrégulière. Ça c'est clair. C'est pourquoi tout travailleur en situation irrégulière en France, parce que c'est lié à un contexte de 2006, vous le savez, avec des difficultés. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, qui voulait régulariser tous les sans-papiers, mais travailleurs. Je pense que c'était en 2006, quelque chose là. Et Abdoulaye Wade avait glissé cet accord-là, qui était très intelligent, avec un tableau précis. Voilà. Quand je suis étudiant, je deviens en situation irrégulière. Oui, quand l'étudiant vient en situation irrégulière et qu'il a un contrat de travail, justement, il remplit les conditions de cet accord, il est régularisé. Et c'est des cas qu'on voit assez souvent. Cet accord est beaucoup plus avantageux pour les travailleurs, mais en situation irrégulière, qui, avec la circulaire Valls de 2012, également, qui explique très bien les conditions de régularisation des travailleurs en situation irrégulière. Et également, et c'est une question, permettez-moi d'aborder, parce qu'il y a des familles, il y a aussi la régularisation des familles. C'est l'article L313-11, septièmement du CESEDA, et la circulaire est extrêmement claire là-dessus. Quelqu'un qui est en situation irrégulière et qui a une famille en France, qui justifie une présence et une belle réintégration, ça veut dire qu'il parle français, et qui a un enfant scolarisé, peut avoir un titre de séjour. Une première régularisation. Et Samba s'est basé sur ce dispositif pour avoir une régularisation pour une poste de mois. Et je ne nommerai pas son nom. Et grâce à ce dispositif et grâce à son intelligence, parce que cette personne avait des avocats pendant 10 ans qui, au lieu de faire la demande sur ce fondement, allaient faire la demande en tant que refusé Casacé. Il n'y a pas de refusé Casacé, il me semble. Je suis désolé. Le Sénégal est sûr, n'est-ce pas? Et je dirais que, comme l'a dit le professeur, c'est vrai que moi, quand je suis chez moi au Burkina, je conseille aux jeunes en disant étudiez d'abord à Ouagadougou, etc. Et venez après, c'est plus facile en deuxième et troisième cycle. Comme vous donnez comme conseil, mais on me répond, mais c'est pourquoi toi tu restes là-bas alors? Vous voyez? Pourquoi tu restes là-bas puisque c'est si mauvais? Bon, donc je suis mal placé. Mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve que souvent nos gouvernements, africains en l'occurrence, ils ne se préoccupent vraiment pas de leurs ressortissants. Je trouve qu'ils ne lèvent pas assez haut la voix quand ils ont affaire à leurs homologues pour dénoncer la situation que vivent nos jeunes frères et jeunes sœurs. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important à dire et à dire très fort. Parce que la façon dont ils sont traités est vraiment déplorable. Autre chose qui explique, dont il faut avoir vraiment conscience du durcissement des lois par rapport aux étudiants étrangers, il faut avoir à cœur le contexte politique. Tout le monde fait la cour au Rassemblement national quand il s'agit d'immigration. Et ces lois nouvelles et durcies sont à prendre en compte par rapport à ces rapports de force politique. Il ne faut pas l'ignorer. Voilà. Je pourrais dire d'autres choses, mais je m'arrête là.
Deux questions. La première concernerait peut-être Monsieur Cham et la deuxième Monsieur Tony, professeur de géographie. Donc, je me présente, Abdoulaziz Sow, étudiant sénégalais en 4e année d'école d'ingé, ici à Polytechnique Montpellier. De cas vous dire que là, je suis concerné par les différents discours qui sont passés. Donc, celle qui revient à Monsieur Cham, c'était par rapport à... Vous avez parlé de les étudiants qui ont fini leurs études, donc les 5 ans, et qui n'ont pas eu la chance de trouver directement un travail dans leur domaine. Ils ont 1 an de recherche d'emploi. Donc ces 1 an sont-ils suivis par l'administration, on va dire, française, ou sont-ils juste laissés à leur propre, on va dire, monde? Alors la deuxième question qui reviendrait peut-être à Monsieur Tony, c'est vous avez parlé des chiffres par rapport à 90 étudiants qui arrivent chaque année. Donc il y a un chiffre qui personnellement m'intéresse parce qu'au final, nous qui sommes déjà là, on constitue un guide par rapport à ceux qui sont au pays. On reçoit toujours des messages des gens qui veulent savoir comment ça se passe, comment faire les démarches, quels sont les taux de réussite. Donc pour moi, c'est important de savoir sur les 90 étudiants qui viennent, quel est le taux de réussite, surtout pour la première année. Parce que c'est finalement l'année à tout compter la plus dure. C'est l'année où il faut s'adapter au manque de la famille, il faut s'adapter aux conditions financières, il faut s'adapter aux conditions climatiques et surtout, il faut s'intégrer, quoi, on va dire. Du coup, c'est l'année la plus dure. Donc j'aimerais bien savoir s'il y a un taux de réussite assez bénéfique pour la première année. Merci et désolé pour tout ce qui sera de trop. Que quand vous finissez vos études, que vous avez un titre de séjour étudiant, que vous allez, c'est un droit fondamental. Vous avez le droit de chercher du travail. On va vous délivrer un titre de séjour qui s'appelle APS, autorisation provisoire de séjour, qui dure 12 mois et en principe pas renouvelable. Et on vous laisse durant cette année chercher du travail. Et vous voyez, par rapport à vous, votre formation d'ingénieur, je crois qu'il y a des listes qu'on appelle listes de métiers à tension. Ça vous donne un privilège. Ce dont je me souviens, l'informaticien, et puis dans le domaine du bâtiment, ils ont beaucoup plus de chance. Et vous, ingénieur, je crois qu'aussi, ce n'est pas mal. Vous avez beaucoup plus de chance à trouver du travail. Et si vous trouvez du travail, ça vous fait basculer tout de suite dans le domaine des travailleurs. Vous changez de statut de salarié. Voilà. C'est un article qui est là. J'ai demandé à l'autre de me le chercher, puisque je l'avais même relu ce matin curieusement en venant, article 311. Voilà, qui le dit pour tout le monde. Vous y avez droit. Alors la difficulté, c'est que juste après, vous retombez dans l'irrégularité, sans papier. Qu'est-ce que je fais? Je dois repartir. La grande question du retour, si je repars dans ces conditions, comment je vais revenir? Moi, ça a été toujours ma peur. J'ai fini mes études, je repars au Sénégal, je suis fils de paysan, je viens du Fouta. Comment je vais faire? Je ne vais pas rentrer comme ça. Il me faut d'abord avoir quelque chose, je cherche, si ça ne marche pas, je reviens. Alors, mais j'ai eu un privilège tellement exceptionnel que moi, c'est de là-bas qu'on m'a recruté pour me demander de revenir à l'université. Mais je ne suis pas rentré. J'ai gardé un pied ici. Juste une question, faites attention parce qu'il y a des gens, quand ils ont le master, ils s'inscrivent en DI, le temps de patienter. Dès lors que vous vous êtes inscrit en DI, vous perdez systématiquement les privilèges de cette disposition-là, article L313-11. L'APS, diplôme d'université. Non, c'est DU. Donc, si vous voulez bénéficier de l'APS, c'est quand vous avez votre master. Et quand vous avez votre master, vous pouvez demander, c'est de plein droit. Et quand vous avez 1 an. La situation de l'emploi, par contre, par rapport à l'APS, ne s'oppose pas. Quel qu'en soit l'étranger, on n'est même pas dans le cadre de l'accord. Si vous trouvez un emploi conformément aux dispositions de l'article du Code du travail, c'est du Code du travail, vous remplissez les conditions de revenu. Aujourd'hui, ça a augmenté, c'est le SMIC et demi. Ça, je vous le dis de suite. Donc c'est pas la plonge. Ce n'est plus la plonge maintenant. Il faut gagner dans les 1800 nets et 2000. Ils ont corsé ou 1500. Donc il y a cette situation-là qui est extrêmement aussi difficile. Si vous avez ça, un travail, un CDI, vous avez un temps plein, mais bon,
beaucoup plus élevé. Ça, il vise souvent dans les cadres, parce que le master, c'est un emploi de cadre. Vous savez, le législateur français est extrêmement intelligent. Donc, même là, on vous coince de façon subtile. À dire que vous voulez, vous pouvez, mais il faut avoir un SMIC et demi. Parfois, le préfet peut laisser passer également. Voilà, donc, Faites attention avec le pays. Si vous voulez ça, alors, on a effectivement ces stratégies d'étudiants qui ont leur master et qui s'inscrivent en DU en disant j'aurai la carte de séjour, mais à ce moment-là, ils se privent de la possibilité de... Ouais, d'accord. Oui, en matière très intelligent, il retient les dispositions. Donc, on va peut-être laisser mon collègue répondre.